Bien, on est heureux de vous présenter Luc Ferry. Luc Ferry, vous connaissez, enfin, tout le monde vous connaît normalement, philosophe, écrivain, ancien ministre, chroniqueur, peut-être vous le suivez comme moi à LCI le dimanche souvent, et au Figaro aussi et Radio Classique. Et vous avez écrit un livre, le dernier livre que vous avez écrit, il s'appelle La frénésie du bonheur différé au bonheur immédiat. Et c'est de ça dont vous allez nous parler, et je vous laisse tout de suite la parole. Merci mon ami. Le problème c'est que... Le micro tombe ou pas? Bon, Je ne voudrais pas être grossier, mais il débande. allez, Youp. Ah. ça va aller. Non, c'est pas ça, ça sert à rien, il redescend à chaque fois. Il faut un coup de Viagra, mais il y a quelque chose à faire. Voilà. Alors écoutez, tant pis. Est-ce que vous m'entendez? Ça m'a marché. Peut-être ce sera aussi bien. Parce que là, ouais, il tombe tout seul. Ouais, je suis désolé, hein, je vous embête, mais... Ouf. Voilà. Yes. Eh ben voilà, ça. Attendez, non, ça, je vais le régler. Hop, ça m'a l'air beaucoup mieux. Merci, monsieur, c'est gentil à vous. Et en même temps, si vous pouviez baisser le projecteur, j'ai l'impression d'être au commissariat. Et en plus, dans le noir complet, je ressemble à Brad Pitt. Mais là, c'est pas possible. Puis j'aime bien voir le fond de la classe, si jamais. Bon, je vais vous dire des choses qui ne plairont pas à beaucoup d'entre vous, en particulier à notre ami Ackermann, qui ne sera pas du tout d'accord avec moi, mais permettez-moi de parler librement, puisque personne n'est obligé d'être d'accord avec moi, ça va de soi, donc vous faites ce que vous voulez de ce que je vais vous dire, mais au moins que je puisse pas faire comme les hommes politiques qui parlent la langue de bois, je vous dis ce que je pense, et puis vous en faites ce que vous voulez, donc ne le prenez pas mal. Voilà, il y a des... Je sais pas, je suis très ami avec Frédéric Lenoir, par exemple, je suis en total désaccord avec lui, mais à peu près sur tout, donc, mais radicalement en désaccord. J'ai eu plein d'amis communistes, ami André Comte-Sponville, que j'aime beaucoup. Bon, un désaccord total, c'est pas grave. Mais permettez-moi encore une fois de parler librement, sinon ça sert à rien, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Depuis les années 80, venant des États-Unis, on a vu arriver cette frénésie du bonheur sous deux formes, la psychologie positive et puis les théories du développement personnel. Et puis le coaching s'y est rajouté avec tous ces coachs qui vous promettent le bonheur en 15 leçons. Et donc, alors qu'une psychanalyse freudienne, ça dure 20 ans, avec des tranches qu'on refait, là, on va vous promettre le bonheur en quelques leçons avec cette théorie du développement personnel, cette psychologie positive, avec cette idée que c'est ça le point important, que le bonheur, ça doit être ici et maintenant, c'est pas pour plus tard. Du bonheur différé au bonheur immédiat. Pendant des siècles et des siècles, nous avons vécu, enfin nos aïeux ont vécu sur des religions du bonheur ou des philosophies, des visions du monde du bonheur différé. On travaillait d'abord, on s'amusait après. On était le troisième petit cochon, pas le premier. Le troisième petit cochon, il construit une maison en dur et puis il va s'amuser après. Le premier, il s'amuse tout de suite et il se fait bouffer par le loup. Bruno Bettelheim, la psychanalyse des contes de fées, très beau livre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que on passe du troisième petit cochon au premier, avec cette idée qu'on doit parvenir au bonheur ici et maintenant, et non pas après. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, comme dit la chanson. On a, pendant la pandémie, vécu quelque chose de très remarquable, c'est le fameux Big Quit et le Quiet Quit. Big Quit, presque 50 millions d'Américains ont quitté leur job pendant la pandémie. Pourquoi pendant la pandémie? Parce que la pandémie, les confinements, c'était pas des vacances. Les vacances, c'est un temps hors travail, mais qui est prévisible. Ça se prépare, les vacances. On sait où on va aller, on sait ce qu'on va faire. Bon. Tandis que là, ces confinements qui étaient totalement imprévus et imprévisibles, ça a ouvert un espace, j'allais dire philosophique, un espace où on se pose des questions. Et beaucoup de gens se sont dit, avec ces semaines et ces semaines à répétition où on n'avait rien d'autre à faire que de se poser des questions quasiment philosophiques, est-ce que je ne suis pas en train de perdre ma vie pour la gagner ?
C'est ça que les gens se sont posés comme question. Avec notamment, par exemple, dans l'hôtellerie et la restauration, il y a 200 000 postes aujourd'hui qui sont offerts et qui sont vides, parce que les gens ne veulent pas aller dans ces métiers qui sont, pour le service par exemple, dans les bars, les restaurants, sont des métiers difficiles, pas très bien payés, pas très reconnus socialement. Quand vous dites à votre petit ami « je suis serveur », bon, c'est pas ce qui va l'impressionner le plus. Et donc, ce sont des métiers dans lesquels on ne trouve plus personne pour arriver, parce que les gens se disent « mais je n'ai qu'une seule vie, je ne vais pas la perdre pour la gagner, pour gagner un peu d'argent, et en plus pas beaucoup ». Vous voyez, Be Quit, Quiet Quit. Souvenez-vous que pendant la pandémie, en France, c'est le seul pays où on a fait un truc aussi stupide, on se signait des autorisations de sortie. Comme vous la signez vous-même, vous pouvez vous dire n'importe quoi. On avait le droit de sortir pour aller promener son chien. Non mais plus con, pardon, excuse-moi, tu traverses pas la route, quoi. Il y avait un mec qui avait dit, c'est con, moi j'ai une tortue, ça fait 6 heures que je suis dans l'escalier. Ça fait rire. Et pourquoi je le cite? Parce qu'on était dans un espace à proprement parler surréaliste. C'est-à-dire qu'on sortait de la vie quotidienne, du monde quotidien. Du coup, des blagues fusaient partout. On se faisait des apéritifs Zoom. Moi, j'ai une fille qui était en Colombie. Tout ça était complètement hors du monde. D'où le Big Quit, le Quiet Quit. Quiet Quit, donc qu'on a traduit par démission tranquille. C'était l'idée que, bon, je garde mon job parce que j'ai besoin du salaire à la fin du mois, mais j'en fais le moins possible. 47% d'augmentation des arrêts de travail cette année, dont 30% sont, selon l'assurance maladie, bidons. Vous voyez, donc ça en dit long quand même sur... Et vous avez vu le grand psychodrame sur la réforme des retraites, avec cette idée que si on devait augmenter la durée du travail, c'est insupportable, parce que comme on n'a pas de vie après, la vie après, c'est après le bonheur, c'est après la retraite. Si vous voulez, je vais résumer ce paysage, cette introduction. En gros, on vivait, je vous dis, on était le troisième petit cochon sur des idéologies du bonheur différé. Pour les enfants, pour les élèves, le bonheur, c'était après la classe. Pour les salariés, c'était après la retraite. Pour les communistes, c'était après la Révolution. Et pour les catholiques, c'était après la mort. Mais c'était après. Bonheur différé. On travaillait d'abord. Et aujourd'hui, on voit apparaître donc ces idéologies du bonheur ici et maintenant. Première question à se poser, pourquoi? La thèse que je défends, et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas davantage, parce que ça crève les yeux, et je pense que c'est la clé de compréhension de tout le monde que nous vivons en Occident. Et pour Poutine, c'est pain béni. Il pense, comme les BRICS d'ailleurs, mais lui en est le leader, il pense que l'Occident s'effondre dans la connerie, dans les idéologies, avec absence de valeurs collectives, absence de capacité à faire la guerre, absence de capacité à se lever. Voilà. Et donc il pense qu'on s'écroule dans les idéologies narcissiques du bonheur personnel. Et je pense qu'hélas, il n'a pas tort. Pourquoi cet effondrement dans la quête narcissique du bonheur? Ici et maintenant, tout de suite, pas après. La première cause, il y a 2 causes majeures que je vous raconte, mais évidemment qu'il faudrait argumenter beaucoup plus longtemps. Il y a 2 causes majeures. La première, c'est l'effondrement justement des grandes religions du bonheur différé. Prenez comme point de repère les années 50, c'est incroyablement frappant. Et ça explique tout ce qu'on vit aujourd'hui, sur le plan moral, politique, spirituel. Il y avait 2 grandes religions du bonheur différé. C'était le communisme et le christianisme en France et dans toute l'Europe. En 1950, écoutez bien, 30% de l'électorat français était communiste. Tous mes copains en 68 étaient communistes ou maoïstes ou trotskistes, mais le communisme dominait tout. André Comte-Sponville, Alexandra, les meilleurs étaient communistes. Althusser, enfin Derrida était compagnon de route. Bon. Tout ça, voilà, 30% de l'électorat. Le communisme est passé entre 1950 et aujourd'hui de 30% à 2%. Ça s'est effondré comme jamais, alors que ça existait depuis la Révolution française, depuis les hébertistes. Prenez le catholicisme en France, c'est incroyable, parce que franchement, je ne comprends pas, encore une fois, pourquoi ça ne frappe pas plus les esprits. En 1950, il y a en France 45 000 prêtres. Je vous donne les chiffres de l'Église. J'ai fait un livre avec le ministre de la Culture du Pape, avec le cardinal Ravasi, au Vatican. Donc, moi, je ne suis pas croyant du tout, mais j'aime beaucoup l'évangile de Jean, mais je ne suis pas croyant. Et donc, j'ai regardé évidemment les chiffres officiels de l'Église. En 1950, il y a en France, écoutez bien, 45 000 prêtres diocésains. C'est les prêtres diocésains, ce sont qui sont
Ce sont les prêtres qui prêchent dans les églises. Ils ne sont pas dans des monastères, ils ne sont pas retirés, ils parlent aux vrais gens, si je puis dire. Il y en avait 45 000 en 1950, il en reste 4 000 aujourd'hui. En 1950, 95% des Français étaient baptisés. Ça veut dire y compris les communistes, hein, on ne sait jamais. Ils sont 30% aujourd'hui. Seuls 4% des Français vont à la messe tous les dimanches. On a un effondrement des deux grandes religions de l'après. Le bonheur, c'était après la Révolution, c'était après la mort, c'était dans la lumière de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il fallait s'ennuyer avant, mais le vrai bonheur, c'était quand même après. Et puis on travaillait à mériter son paradis, si je puis dire, que ce soit le paradis sur terre ou le paradis au ciel. Ça, c'est la première raison, c'est l'effondrement des deux grandes religions de l'après, du bonheur après. Donc du coup, vous voyez bien ce que ça veut dire. Si je n'ai pas de deuxième vie, d'accord ? C'est maintenant qu'il s'agit d'être heureux, c'est pas après. Et du coup, la psychologie positive et la théorie du développement personnel ont pris la place laissée vide par le communisme et le catholicisme. C'est ça qu'on a venu. Et évidemment, c'est venu des États-Unis. C'est Martin Seligman qui invente ça dans les années 80-90 et qui nous envoie le cadeau. Ça nous vient des États-Unis, donc ces doctrines, cette frénésie du bonheur prend la place des deux grandes religions de salut terrestre et de salut céleste. Et puis, question qu'il faut se poser pour aller plus loin, et qui est évidemment une question très problématique, c'est le cas de le dire, pourquoi ces deux grandes religions qui existaient pour l'une depuis 2000 ans et pour l'autre au moins depuis 2 siècles, pourquoi se sont-elles effondrées aussi vite et aussi brutalement et aussi fort ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup, 60% des Français soient athées ? Alors que jusqu'en 1900, tout le monde était chrétien. Et si on n'était pas chrétien, on était communiste, ou bien on était donc Camillo et Pépone, on était les deux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, contrairement à ce que la droite habituelle pense, c'est pas mai 68 qui est responsable de la déconstruction des valeurs traditionnelles. Les communistes étaient très traditionnalistes. Quand j'étais ministre de l'Éducation, c'est avec les cocos que je m'entendais le mieux, parce qu'ils étaient républicains, ils voulaient revenir aux fondamentaux, j'avais pas de problème avec eux. J'avais beaucoup plus de problèmes avec les libéraux, qui eux étaient modernistes et qui voulaient les skills et toutes ces... Pardon, j'allais dire un gros mot. Et donc voilà, moi j'étais pour les retours aux fondamentaux, qu'on apprenne à lire et écrire, compter, enfin des trucs qui me paraissent assez de bon sens. Et les communistes étaient sur la même ligne que moi, je m'entendais très bien avec eux sur ces sujets-là, parce qu'ils étaient tradis, ils étaient républicains. Eh bien, pourquoi ça s'est effondré ? C'est pas mai 68 qui est le responsable de l'effondrement. Schumpeter, le plus grand économiste de tous les temps, a raison. Et là, je vais vous donner pour moi la clé de ce qu'on vit aujourd'hui. Nous avons vécu au XXe siècle un capitalisme d'innovation. L'innovation, le revers de la médaille, moi je suis très libéral, c'est pas le problème, mais c'est pas parce qu'on est un libéral qu'on est obligé d'être idiot. Le revers de l'innovation, c'est la déconstruction des traditions, évidemment. Chaque fois que vous avez une innovation, vous rompez avec quelque chose qui existait avant. Par exemple, le mariage gay. Moi, j'ai défendu le mariage gay dans le Figaro. Ça ne me gêne absolument pas. Alors, je suis totalement hétéro, mais peu importe, chacun. Ça ne me gêne pas que les gens, si les homosexuels veulent se marier, ça ne me retire rien, je m'en fous. Mais je comprends parfaitement que pour un traditionnaliste religieux, qu'il soit juif, musulman ou chrétien, ce soit une rupture avec la tradition, avec une conception de la famille traditionnelle, qui repose aussi sur l'hétéro et sur le biologique, et sur les enfants. Voyez ? Donc, je comprends ça, donc je ne jette pas la pierre. Je dis simplement que chaque innovation, c'est une rupture avec la tradition. Mais surtout, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a bien plus profond que ça dans l'histoire du capitalisme déconstructeur. Ce n'est pas les 68 arts qui ont déconstruit les valeurs traditionnelles, c'est le capitalisme qui avait besoin de déconstruire. C'est ce qu'a dit Patrick Lelay, l'ancien patron de TF1. Il a dit, mon vrai travail, c'est d'accorder aux gens des temps de location de cerveau vide, aux chefs d'entreprise, des temps de location de cerveau vide. Ça s'appelle la pub. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous le dire d'une phrase. Freud a raison. Moi, j'adore Freud. Autant psychologie positive, je pense que c'est de la blague, autant Freud est génial. Freud disait toujours ceci, ce qu'il appelait la sublimation, c'est-à-dire les valeurs traditionnelles, au fond, les valeurs spirituelles, morales, les valeurs même esthétiques, d'une certaine manière. Eh bien, ce que disait Freud, c'est que rien ne freine autant la consommation que le fait d'avoir des valeurs traditionnelles dans la tête. Ma meilleure amie, c'était sœur Emmanuelle. Elle était comme ma grand-mère, mon arrière-grand-mère que j'ai bien connue. Elle avait 2 robes, une pour la semaine, une pour le dimanche.
Et si elle avait vu mon arrière-grand-mère un grand centre commercial américanisé, elle aurait trouvé ça dégoulinant de bêtises et d'obscénités, qu'on n'a pas besoin de tout ça. Parce qu'elle avait des valeurs traditionnelles dans la tête et dans le cœur. Rien ne freine autant la consommation que le fait d'avoir des valeurs traditionnelles. Il fallait que les valeurs, je vais vous dire la phrase qui pour moi explique tout, il fallait que les valeurs traditionnelles fussent déconstruites par le capitalisme d'innovation pour que nous et nos enfants surtout, nous entrions dans l'ère de l'hyperconsommation de masse sans laquelle le capitalisme mondialisé ne pouvait pas s'épanouir. Le capitalisme ne pourrait pas vivre si mes filles, nos enfants ne consommaient pas sans arrêt autant qu'elles le peuvent. Et c'est pas parce qu'ils achètent des frites et des trucs de seconde main qu'on consomme moins, ça permet juste de consommer plus. Donc arrêtons de raconter des âneries. Le fait qu'on passe pour des raisons d'écologie à acheter des choses de deuxième main, en vérité, ça permet simplement de consommer encore plus. Voilà. Et rien ne freinait plus la consommation que les valeurs traditionnelles. Et les valeurs traditionnelles, c'était les deux grandes religions du bonheur différé, communisme et christianisme. C'est ça qui s'est passé. Et du reste, les 68 arts sont les cocus de l'histoire parce qu'ils ont servi la soupe au grand capital. Ils se sont tous reconvertis, tous, sauf ceux qui sont morts, ils se sont tous reconvertis, je parle des leaders, dans la pub, dans le cinéma, dans la social-démocratie. Mon vieil ami Henri Weber est devenu fabiusien, Dany vote pour Macron, enfin voilà, ils sont tous passés dans les lieux de pouvoir, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans un gouvernement, ou dans les lieux où on gagne de l'argent, la pub, le cinéma. Marine Karmitz, qui était un des papes du maoïsme et qui est évidemment aujourd'hui un des papes du monde du cinéma. Voilà. Et donc c'est le capitalisme qui a déconstruit les valeurs traditionnelles et les 68 arts ont été simplement les esclaves du capitalisme qu'ils ont servi. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le monde dans lequel on vit. On ne peut pas dire que la révolution ait produit quoi que ce soit d'autre que d'accoucher d'un monde de l'hyperconsommation. Jouir sans entrave, disait-il. Sous les pavés, la plage. Il fallait les écouter. Les slogans consuméristes étaient déjà là. Jouir sans entrave, ça dit tout. En plus, il est interdit d'interdire. Donc jouissons, jouissons, jouissons. J'ai une photo de mon ami Dany en train de bouffer du caviar. Je lui dis, si tu m'emmerdes, je la mettrai sur Facebook. La gauche caviar en acte. Non, je rigole, je l'aime bien, c'est une blague. Mais c'est vrai, en plus, j'ai quand même cette photo. On ne sait jamais. Alors, je vous ai dit les causes de cette frénésie du bonheur ici et maintenant, puisqu'il n'y a pas de deuxième vie, c'est maintenant qu'il faut être heureux. D'où le fait que la psychologie positive prend la place de la religion terrestre ou céleste. C'est ça qu'on a vécu. Et c'est une lame de fond. Et tout l'Occident est pris par ça. Ce qui se vend le plus, c'est Frédéric Lenoir, Christophe André, Fabrice Miller, et partout dans le monde. Jonathan Lehman aux États-Unis. Bon. Et donc on est là avec des séminaires, des conférences, des magazines, des livres, en pagaille, à des millions d'exemplaires. Très bien. Donc qui vous vendent, le coach, etc., qui vous vendent encore une fois le bonheur ici et maintenant, et non pas du tout comme Freud. Encore une fois, Freud, il fallait du temps, c'était long la psychanalyse, c'était compliqué, il fallait faire des tranches. Bon. J'ai dit les causes, c'est le capitalisme déconstructeur. Maintenant, les conséquences, c'est ça qui m'intéresse, les conséquences. Et puis, je voudrais vous expliquer pourquoi la question de la vie bonne pour les mortels n'a rien à voir, je dis bien rien, avec la question du bonheur. Je voudrais vous expliquer ça parce que c'est le point le plus important. Mais maintenant, les conséquences. Ben, évidemment, la première conséquence, c'est le narcissisme. Pourquoi ? Parce que, alors, Spinoza, qui est la pire catastrophe qui soit arrivée dans l'histoire de la philosophie, c'est Spinoza. C'est le plus grand délirant de... L'homme est sympathique, mais la philosophie de Spinoza, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Kant a raison, c'est la métaphysique dogmatique à l'état chimiquement pur. C'est délirant à proprement parler. C'est évidemment très sophistiqué, très intelligent, mais comme le délire paranoïaque, on peut être un polytechnicien paranoïaque, peut être extrêmement intelligent dans son délire. Le délire métaphysique de Spinoza, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Alors je vous l'explique. Et je vais vous donner la clé de compréhension du spinozisme. Et si ça vous intéresse, j'ai écrit plusieurs livres aussi sur Spinoza, et donc où je détaille ça. Pour comprendre Spinoza, puis après vous verrez quel rapport avec la psychologie positive. C'est pas pour rien que mon ami Frédéric Lenoir a écrit un livre qui s'appelle Le miracle Spinoza et qui va avec l'idéologie du bonheur. Mais il faut que vous compreniez pourquoi. Et là, c'est très profond, extrêmement profond. Là, on rentre vraiment dans la philosophie et pas simplement dans l'analyse sociopolitique ou économique.
Si vous voulez comprendre Spinoza, imaginez que vous regardez, vous mettez un CD, ou un téléchargement si vous êtes plus moderne, mais imaginons un CD que vous mettez dans votre lecteur de CD, vous regardez un formidable film policier. Vous le regardez, vous ne savez pas ce qui va se passer, vous ne l'avez pas déjà vu, donc vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous êtes dans ce que Spinoza appelle l'illusion des possibles. Est-ce que le héros va l'emporter sur les méchants? Est-ce que la fille va tomber dans ses bras? Est-ce qu'il va être trahi par son... Vous ne savez pas. Et si le film est bien fait, ça va bifurquer sans arrêt, et constamment, vous serez dans l'illusion des possibles. Ça, c'est possible, ou ça, c'est possible, vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver. Mais maintenant, mettez-vous du point de vue de Dieu, ce que Spinoza appelle Dieu, la connaissance du troisième genre. Le point de vue de Dieu, c'est le point de vue de la fin du CD. C'est le point de vue du réalisateur, d'accord ? Maintenant, vous voyez bien que, si vous y réfléchissez 3 secondes, que tout est déjà joué dans le film. Dans le CD, tout est inscrit. La moindre mimique des acteurs est déjà inscrite de toute éternité, si je puis dire, dans le CD. Or, le Dieu de Spinoza, c'est pareil, c'est le réalisateur. Le Dieu de Spinoza, il est omniscient, donc il sait tout depuis toujours, qu'il s'agisse du passé, du présent ou de l'avenir. Il est omniscient, donc il sait tout. Donc du point de vue de Dieu de Spinoza, tout est joué. C'est pour ça que pour Spinoza, il n'y a pas de liberté humaine. Spinoza dit le libre arbitre, c'est du délire, c'est le délire de l'illusion des possibles. Je crois qu'il peut se passer ci ou ça, je crois que si j'agis comme ça ou comme ça, ça peut changer le monde, mais pas du tout, tout est déjà joué. Donc c'est un philosophe intégralement 1000% déterministe, il n'y a pas de liberté, d'accord ? À quoi ça sert ça ? Quelle est la sagesse spinoziste que ces gens veulent reprendre ? Tous ces gens qui sont spinozistes aujourd'hui, il y a une espèce de traînée de poudre, de vague de spinozisme. Pourquoi croire qu'il n'y a pas de liberté humaine, qu'il n'y a pas de libre arbitre, que l'illusion des possibles est une illusion, que c'est du délire ? Quel est l'enjeu ? Alors l'enjeu chez Spinoza, et c'est ça que reprennent tout le courant de la psychologie positive, c'est le spinozisme, c'est le stoïcisme, c'est la même chose, c'est la même philosophie. Spinoza et les stoïciens, c'est la même philosophie, c'est le déterminisme absolu. Pourquoi ? Eh bien parce que ça permet de supprimer les passions tristes, mes amis. Qu'est-ce que c'est que les passions tristes ? Les passions tristes, ce sont les passions qui reposent sur l'illusion des possibles. L'espérance, la colère, l'indignation. Si vous y réfléchissez, l'indignation, la colère et l'espoir, ce sont des passions qui reposent sur l'idée que le monde pourrait être autre qu'il n'est. Donc sur l'illusion des possibles. Je m'indigne parce que cet homme a violé une petite fille, il l'a assassinée, c'est scandaleux, il n'aurait pas dû faire ça. Ah, sûrement qu'il n'aurait pas dû le faire, mais si vous êtes spinoziste, le bonhomme, le violeur, il fait partie de toute éternité de la perfection du monde. Le mal fait partie de la perfection du monde, le mal dans tous les sens du terme d'ailleurs. Il fait partie de la Hitler est un salaud, mais il fait partie de la perfection du monde. Si Hitler n'existait pas dans le monde de Spinoza, le monde serait moins bon. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait toute la hiérarchie des êtres. Et donc, évidemment, du point de vue de Spinoza, les passions tristes, l'espoir, ma fille est malade, j'espère qu'elle va s'en sortir, ça repose à nouveau sur l'illusion du possible. Du point de vue de la fin du CD, du point de vue de Dieu, du point de vue de la connaissance du troisième genre, la question de savoir si ma fille qui est malade va s'en tirer ou pas, c'est déjà joué. Du point de vue de Dieu, tout est déterminé. C'est pour ça que je dis que c'est le plus grand délire de toute l'histoire de la philosophie. Mais évidemment, ce délire sert à fonder une sagesse, qui est la sagesse de... Alors c'est ça que je déteste le plus, pardon de le dire, du oui au réel. C'est ça chez les stoïciens, c'est ça chez Spinoza, c'est une sagesse de collabo. C'est une sagesse qui consiste à dire, puisque le réel est absolument inchangeable, quand je crois que je peux transformer le monde, c'est parce que je me place du point de vue du début du film, mais pas du point de vue de la fin, du point de vue de l'homme et pas du point de vue de Dieu. Alors la sagesse consiste à dire oui au monde. Alors maintenant, je vais vous lire quelques passages, c'est pour ça que j'avais besoin d'un micro que je ne tienne pas à la main. Ah là là, Frédéric Lenoir. Mais je l'aime bien, Frédéric, c'est un ami par ailleurs, je l'embrasse quand on se voit, bon, mais... Alors, voilà, la sagesse expliquée à ceux qui la cherchent. Alors déjà, le jour où moi je vous écrirai un livre où je vous explique la sagesse, bon, déjà, mettez-moi en hôpital psychiatrique, parce que déjà, pour l'expliquer à ceux qui la cherchent, il faudrait la voir, il faudrait que je sois un sage. Je ne suis pas un sage, vraiment pas. Je cite Frédéric. « Le bonheur, ce n'est plus
simplement aimer la vie qu'on mène, mais c'est aimer la vie tout court. Aimer la vie avec ses hauts et ses bas, ses moments favorables et défavorables, son lot de joie et de tristesse. Vous voyez pourquoi il dit ça? Si je suis spinoziste, si je me place du point de vue de la fin du CD, alors la sagesse consiste à aimer la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Sagesse de Colombo, je dirais. Pour moi, la sagesse, ça consiste à dire non. C'est De Gaulle qui dit non aux nazis. Le sage est celui qui dit non, c'est pas celui qui dit oui. Vous voyez, là, vous avez deux visions du monde qui sont radicalement opposées, Spinoza et Kant. Continuons. À la manière des anciens, Nietzsche prône un consentement joyeux à tout ce qui est. Mais bordel, consentement joyeux à Auschwitz? Mais non! Vous voyez, et dans le livre de Frédéric, Lenoir, il y a un chapitre entier sur la sagesse du oui à Auschwitz, et il prend l'exemple d'Ethel Ilsoum, qui prétend être heureuse à Auschwitz. Non mais attendez, à part le chef du camp, et encore, je ne suis pas sûr, sauf si c'est vraiment un pervers particulièrement torturé et cinglé, personne ne peut être heureux à Auschwitz. C'est pas... Mais surtout, il ne faut pas, je veux dire, être heureux à Auschwitz. On n'a pas le droit d'être heureux à Auschwitz. Vous voyez, c'est cinglé comme philosophie. À la manière des anciens, Nietzsche prône un consentement joyeux à tout ce qui est sans exception. Sans exception. Il nous invite à dire oui, ja sagen, je ne sais pas pourquoi il le met en allemand, il ne parle pas l'allemand en plus. Bon. À aimer le destin, amor fati, ça c'est vrai, c'est ce que dit Nietzsche. Dire oui à la vie doit se comprendre de manière globale, comme je viens de l'évoquer. C'est aimer la vie avec toutes ses couleurs, toutes ses tonalités, tous ses contrastes. Si on est fermement ancré dans ce regard, alors lorsqu'on survient une terrible épreuve comme la torture, on la considérera autrement. Non mais attendez, ça fait allusion à un texte des stoïciens que je vais vous citer maintenant, que je considère comme la plus grosse connerie qu'on ait écrite dans toute l'histoire de la philosophie. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais à mon avis, c'est difficile. Voilà, écoutez bien ça. L'homme qui dit oui au destin sera enfin heureux. Plus tard que commentant la philosophie stoïcienne. Stoïcisme, ça, tout le monde le sait aujourd'hui, tous ceux qui ont fait un peu de philosophie, c'est le spinozisme avant la lettre, c'est le déterminisme complet. Bon. On objectera, écoutez bien ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. On objectera qu'il est préférable de reposer sur un lit de roses, selon l'expression de Sénèque, plutôt que d'être allongé tout nu sur un chevalet de torture. Eh bien justement non. Tu vois. Si on est vraiment vertueux en supportant le chevalet, et si la constance dans l'épreuve est supérieure à la frivolité dans les plaisirs, la torture sera pour nous un bien. Vous voyez, ben, moi je suis désolé, j'aime mieux le lit de rose, tu vois, plutôt que tout nu sur le chevalet de torture. Et je pense qu'il n'y a pas une seule personne au monde qui soit en vérité en désaccord avec moi. Et là, vous voyez ce que c'est qu'une philosophie métaphysique dogmatique tordue, c'est quand on raconte des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pense. C'est ça la métaphysique. Parce qu'en vérité, il n'y a pas un seul être humain au monde qui préfère être tout nu sur un chevalet de torture plutôt que d'être dans un lit de rose avec une jolie fille ou un joli garçon, si vous préférez. Personne au monde. Donc c'est des conneries. Voilà, un peu de bon sens, kantien contre Spinoza. Et donc, évidemment, vous avez là une philosophie qui consiste à dire oui au monde. Et donc, deuxième idée qui va remplir cette philosophie, c'est que du coup, comme chez les stoïciens, comme chez Spinoza, le sage est celui qui comprend que la seule chose qui dépend de lui, c'est sa vie intérieure. Si je suis en harmonie avec ma vie intérieure, c'est ça que vous prenez les coachs aujourd'hui, la psychologie positive. Si vous êtes en harmonie avec votre vie intérieure, vous pouvez être heureux même à Auschwitz. C'est lui qui le dit, Lenoir, c'est pas moi. Donc l'idée qui va évidemment présider, la deuxième idée qui va être la conséquence de ce souci de soi narcissique, c'est un narcissisme dingue. C'est l'idée, et là je vais développer ça, l'idée qu'il faut parvenir à s'aimer soi-même comme on aime, comme vous aime son meilleur ami ou comme on aime un de ses enfants. Fabrice Midal, maintenant je vais vous lire quelques textes parce que je n'invente pas ce que je vous dis, c'est totalement délirant, mais ce n'est pas moi qui l'écris. Fabrice Midal, dans son livre « Devenez narcissique et sauvez votre peau ». Alors quand même, j'explique ça parce qu'avant, il présente Narcisse comme le modèle du sage en Grèce. J'ai passé quelques milliers d'heures dans ma vie à écrire sur la mythologie grecque. J'ai publié une 50aine de livres sur la mythologie grecque. J'ai fait 20 ans de grec, donc pardon. Narcisse, c'est le pire personnage de toute l'histoire de la mythologie grecque. Sa mort va être absolument atroce.
Et il est le contraire du sage, puisque c'est, dans la mythologie grecque, le personnage qui est l'inverse de Socrate. Vous savez que Socrate est d'une laideur légendaire, mais il est beau à l'intérieur. Tandis que Narcisse est sublime à l'extérieur, il est d'une beauté, il séduit toutes les nymphes, la petite nymphe Écho qui va en mourir, on n'entend plus que sa voix qui se répercute dans les montagnes, dans les vallées, mais c'est une ordure à l'intérieur, et il va évidemment en mourir puisqu'il va tomber amoureux de lui-même, et jusque dans l'Achéron, le fleuve des enfers, il essaye de s'attraper lui-même, de s'aimer, il se parle à lui-même, mais je t'aime, pourquoi tu ne me réponds pas, etc. Lisez Ovide. Et il finit par crever de faim et de soif parce qu'il est tellement amoureux de lui-même qu'il en meurt. Pousse une fleur qui va s'appeler le narcisse. Midal explique, voyez, il n'est pas mort, il renaît, c'est le printemps. Mais pas du tout, le pauvre n'a jamais fait de grec. Narcisse en grec, ça vient du mot narcos, qui a donné narcotique en français. Et évidemment, ça désigne le sommeil de la mort éternelle. Donc ce n'est pas du tout une renaissance. Vous voyez, tout est faux là-dedans. Donc, pardon, Fabrice Midal donc, commence son livre, je cite, hein, je n'invente pas. Je suis génial, il écrit ça. Je suis génial, vraiment génial. J'ai tous les jours ou presque l'occasion de le constater et je ne vais pas me cacher derrière une fausse pudeur pour le taire. Mais putain, le jour où j'écris ça, vous me mettez à Sainte-Anne. Il m'arrive de le penser, mais je ne l'écris pas. Non, mais ils me font marrer, mais attends, quand même un peu de bon sens, là aussi, c'est comme le lit de rose et le chevalet de torture. Il y a un moment où le bon sens te ramène de la métaphysique à la vraie philosophie, c'est-à-dire la philosophie critique, le rationalisme critique, la critique de la métaphysique. Kant, Husserl, Heidegger, Popper, voilà les grands. Alors, je continue maintenant. L'amour de soi, pourquoi? Alors, du coup, on va avoir cette espèce de narcissisme va se développer dans une philosophie de l'amour de soi. Non, mais attendez, vous allez voir, je ne plaisante pas. Midal, je cite, « Je ne dispose pas d'une méthode prête à l'emploi, je dispose de bien plus que ça, un modèle narcisse que j'ai fait mien. Longtemps, je n'ai pas osé l'avouer, je n'avais pas le courage d'affronter la pensée dominante. Le réveil narcissique fut pour moi l'équivalent du baiser donné par le prince charmant à la belle au bois dormant. » Non mais attendez, mais comment on peut écrire des conneries pareilles? Excusez-moi, mais écoutez bien ça, Fabrice Midal. S'aimer soi-même consiste à se dire oui avec chaleur et bienveillance, de manière ouverte, entièrement oui, et non pas en partie. Bien peu parmi nous sont capables de s'aimer vraiment. Il me reste moi-même du travail à accomplir sur ce chemin. La pente est toujours glissante, car mon sens du devoir continue souvent à m'amener, sans m'en rendre compte, à me sacrifier au risque de me malmener. J'admets qu'il est parfois dur de s'aimer entièrement, de m'aimer entièrement, de me dire un oui chaleureux et inconditionnel, de me faire pleinement confiance. Néanmoins, il est bon que je sois pour moi-même mon meilleur ami. Non mais vous vous rendez compte? Alors que ce qui est grand dans l'amour, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La révolution de l'amour » et qui raconte l'histoire de la naissance du mariage d'amour en Europe et qui est une phénoménologie de l'amour. Ce que j'entends par phénoménologie de l'amour, ce que j'explique dans ce livre, c'est que ce qui est grandiose pour quelqu'un qui est athée comme moi, c'est que l'expérience de l'amour, c'est au fond la seule expérience religieuse, si je puis dire, de la sortie de soi. Ce qui est génial dans l'amour, c'est que ça nous oblige à sortir de nous-mêmes et aller vers le sacré. Je vais être très clair, mais pour n'importe laquelle de mes filles, ou pour ma femme, ou pour les gens que j'aime, je serais prêt à donner ma vie à la seconde s'il le fallait. Ce n'est pas anecdotique, ça veut dire que pour moi, ces êtres-là sont sacrés. Dans sacré, on entend sacrifice et sacrilège. Vous touchez un cheveu à mes filles, je suis prêt à prendre les armes et à sacrifier ma vie s'il le faut. C'est ça le sacré. Donc il y a du sacré laïque, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est la divinisation de l'humain qu'on vit, à travers l'amour. Et ça, c'est lié en grande partie à l'histoire du mariage d'amour, qui est l'histoire en gros du 19e et du 20e siècle en Europe. C'est nous qui inventons le mariage d'amour par opposition au mariage arrangé qui domine encore une grande partie de l'Afrique, de l'Occident, de l'Orient, de l'Asie, etc. Révolution de l'amour. Et donc, là, vous avez la perversion absolue, parce que si l'amour devient amour de son nombril, mais c'est la perversion de l'amour, c'est le contraire de l'amour, c'est l'horreur absolue. Vous voyez? Donc il est difficile de parvenir à s'aimer soi-même. Mais putain, mais c'est l'inverse. Ce qui est difficile, c'est de ne pas être un égoïste, comme disait Freud très bien. Ce qui est difficile, c'est de se détacher de son cher moi pour s'intéresser aux autres. Or, c'est l'amour qui nous fait nous intéresser aux autres et comprendre qu'il n'y a pas que son nombril dans la vie.
et comprendre qu'il y a des valeurs collectives aussi, qu'on peut sacrifier sa vie, ou en tout cas sacrifier de sa vie pour les autres. Chapitre du livre de Fabrice Midal, « Se sacrifier pour les autres est une très mauvaise idée ». C'est le titre du chapitre, mais quand on écrit des choses pareilles, je suis désolé, mais c'est l'abjection absolue pour moi. Jonathan Lehman, professeur, un des grands pères fondateurs du courant de la psychologie positive, qui enseigne à Harvard aux États-Unis, où j'ai d'ailleurs enseigné aussi dans une vie antérieure. Écoutez ça, attends, les bras m'en tombent des mains, comme on dit. Écoutez ça. Dans son livre « Le bonheur en 15 leçons », je ne sais pas quoi. Bon. Concrètement, comment je fais pour m'aimer vraiment? D'abord en décidant que je m'aime. Ah, tu vois, il faut... Et en me le répétant, en me regardant droit dans les yeux dans la glace et en me disant à voix haute que je m'aime. Que je m'aime, putain, oui, je m'aime. Comme on dit en anglais, whatever it takes. Sans raison, parce que je le vaux bien. L'amour de soi est une pratique qui se décline en actes. Je vous laisse imaginer. C'est un travail quotidien. Je pratique l'amour de ma personne en effectuant chaque jour des actions tournées vers moi-même, c'est-à-dire vers mon corps et mon mental. Voyez ? Là, vous avez une espèce de renversement de toute la phénoménologie de l'amour. Je continue. Il continue, enfin, c'est pas moi, c'est lui. Je sais que je m'aime quand je me réjouis d'être en ma compagnie. Mais moi, j'adore être dans la compagnie des autres. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Ce qui m'amuse, c'est les autres, c'est pas moi. Vivre tout seul, mais tu te fêches. Bon, j'ai une vie intérieure très riche, j'arrive, mais enfin, bon, quand même, il y a un moment où... bon. Je sais que je m'aime quand je me réjouis d'être en ma compagnie. Je sais que je m'aime quand je me rends compte que j'ai tissé un rapport intime avec ma propre personne et que je peux me parler et me faire rire tout seul. Putain, mais ils sont malades. Alors maintenant, Christophe André, qui est un type sûrement très très gentil, qui est un grand psychiatre à Sainte-Anne. Écoutez, non mais alors pour moi, je vous l'ai mis pour la fin parce que pour moi c'est le sommet du sommet du sommet. Il est probable que la relation amicale représente un très bon modèle possible de rapport à soi. D'accord, donc il faut s'aimer comme on aime son meilleur ami. Bon. Ou bien il faudrait aller plus loin et que cet amour envers nous-mêmes soit de la même nature que celui des parents envers leurs enfants, sans condition et infiniment bienveillant. Certaines thérapies explorent aujourd'hui cette piste de l'autoparentage avec des résultats prometteurs. Eh bien, le jour où je m'aime comme j'aime une de mes filles, mais là, vraiment, c'est terminé, c'est pas Sainte-Anne, c'est la prison ferme. Parce que, je suis enregistré, je ne peux pas faire trop de blagues, mais même mes collègues philosophes, je pense à certains d'entre eux, n'y arrivent pas. C'est impossible. S'aimer soi-même comme on aime un de ses enfants. Mais c'est la définition, non pas de la salèche, mais de la folie furieuse. Voyez ? Or, tout ça est lié à ce que je viens de vous raconter. Je vais vite, mais j'argumente, je ne vous dis pas ça au hasard. Tout ça est lié à la déconstruction des grandes philosophies ou religions de l'après, du travail d'abord, du bonheur après, et à cette idée que spinoziste et stoïcienne, que la seule chose qui dépend de nous, c'est notre vie intérieure, et que le bonheur, ça consiste à se mettre en harmonie avec soi-même. Alors que mon idée à moi, c'est que si le bonheur a un sens, mais c'est un concept absurde, le bonheur, on a des moments de plaisir, des moments de joie, des plages de sérénité, mais le bonheur est une idée absurde. Mais en tout cas, si quelque chose ressemblait au bonheur, c'est la mise en harmonie avec ceux que nous aimons, pas avec soi-même. Et c'est très difficile, la preuve. 7 mariages sur 10 se terminent par un divorce aujourd'hui assez rapidement, en moins de 10 ans. Alors maintenant, ce que je vais vous expliquer pour être positif cette fois-ci, parce qu'il ne s'agit pas de critiquer les autres pour critiquer les autres, ça n'a aucun intérêt. Ce que je voudrais vous expliquer, et là je vais le faire, oui, rapidement, mais je voudrais que vous compreniez ça, parce que pour moi, c'est évidemment sur le plan philosophique, c'est de loin le plus profond, le plus puissant, c'est l'essentiel. La question de la vie bonne n'a rien à voir avec la question du bonheur. La question du sens de la vie n'a rien à voir avec la question du bonheur. Accessoirement, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou 40 ans de philo pour savoir qu'on préfère être heureux plutôt que malheureux, ça c'est clair. Tout le monde cherche à être heureux, ça il n'y a pas de doute. On préfère être jeune, beau et riche plutôt que vieux, laid et pauvre, ça c'est pas... Encore une fois, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour le savoir. Mais la question de la vie bonne pour les mortels, la question mortelle est très importante. C'est une question cruciale qui n'a rien à voir avec le bonheur. Donc il y a une perversion aujourd'hui dans la psychologie positive, le coaching et le développement personnel, à faire croire aux gens que le but de la vie humaine, c'est le bonheur. C'est pas vrai, c'est faux, c'est absurde. Le bonheur est une idée absurde, je vous explique pourquoi. Le bonheur est indéfinissable.
Kant a raison, j'ai traduit Kant dans la Pléiade, la critique de la raison pratique, entre autres. J'ai traduit Kant dans la Pléiade et dans des textes géniaux que j'ai sous les yeux, mais je ne vais pas vous les infliger, Kant explique que aucune définition du bonheur n'est crédible. L'amour est ce qui nous rend passionnément heureux quand ça marche. Le jour où ça s'arrête, où ça se renverse en son contraire, vous perdez un enfant dans un accident de voiture, ou votre femme vous quitte, ou votre mari, et vous êtes cocu, c'est l'horreur absolue. L'argent, j'ai rencontré dans ma vie des milliardaires, j'ai jamais vu qu'ils étaient plus heureux que les autres. C'est pas vrai. On dit l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai. Réfléchissez à ça 3 secondes. Autant le malheur est facile à définir, autant le bonheur est indéfinissable. Le malheur, il n'y a rien de plus facile. C'est quand le médecin vous annonce que votre enfant a une maladie mortelle. C'est quand le gendarme vous annonce qu'il a eu un accident de la route. C'est quand vous perdez un emploi alors que vous en avez besoin absolu. C'est quand votre femme vous quitte ou votre mari vous quitte alors que vous l'adorez, que vous n'étiez pas aperçu qu'il était parti ou elle était partie ailleurs. C'est ça le malheur, c'est très facile à définir. Le bonheur, non. Rien de ce qui nous rend joyeux, joyeux c'est pas la même chose, ne peut nous rendre éternellement heureux. Du reste, dès qu'un être est né, il est assez vieux pour mourir. Et nous allons perdre tous les gens que nous aimons, sauf si nous mourrons avant. Donc encore une fois, on a des moments de plaisir, on a des moments de joie, on a des plages de sérénité quand tout va bien, mais ça ne peut pas durer, c'est éphémère. Alors que l'idée de bonheur, c'est l'idée qu'on atteint le bonheur une fois pour toutes. Et du coup, pour les stoïciens comme pour les spinozistes, le seul moyen d'atteindre le bonheur une fois pour toutes, c'est de se désintéresser des autres. C'est de ne se mettre qu'en harmonie avec soi-même et pas avec les autres. Sinon, les autres, ils peuvent se barrer, ils peuvent mourir. D'où le fait que le vrai moine, le vrai sage stoïcien ou bouddhiste, c'est un moine, il vit tout seul. Moine, monos, c'est lui qui vit seul. Alors, je vais faire un exercice qui est infaisable, mais bon, je vais le faire quand même. Je vais vous donner les 5 définitions de la vie bonne, qui n'ont rien à voir avec le bonheur. Voilà. Le bonheur, accessoirement, encore une fois, des plages de joie et de sérénité, mais pas plus. De toute façon, éphémère et provisoire. On meurt tous et les gens qu'on aime vont aussi mourir. Même mon chat que j'adore va mourir. Et peut-être même avant moi. 5 grandes définitions de la vie bonne pour les mortels. Et vous allez voir que ces définitions de la vie bonne sont toutes des doctrines du salut. Elles sont toutes reliées à la question de la mort. Qu'est-ce qui peut donner du sens à une vie de mortel ? Qu'est-ce qui peut donner du sens à des êtres humains qui sont les seuls êtres vivants à savoir qu'ils vont mourir ? Les dieux ne meurent pas, ils sont immortels, c'est leur définition. Et les animaux meurent, mais apparemment ils ne le savent pas, ou s'ils le savent, c'est vraiment juste au moment de l'abattoir, mais il n'y a pas de traité de métaphysique chez mon chat. Schopenhauer est génial, il y a un texte génial dans lequel il dit « Si nous n'étions pas mortels, nous n'aurions jamais inventé ni la philosophie ni les religions. » Et c'est vrai. 5 grandes réponses à la question de la vie bonne pour les mortels, donc 5 grandes doctrines du salut, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous sauve de la mort, ou en tout cas qu'est-ce qui donne du sens. C'est ça la question de la vie bonne, c'est la question du sens, pas la question du bonheur. Lisez Yasmina Reza, Une désolation, petit livre magnifique, l'histoire d'un vieux grognon comme moi qui trouve que chercher le bonheur, c'est la chose la plus con du monde. Première réponse, la vie bonne, chez les Grecs, et le plus beau livre, c'est l'Odyssée d'Homère. Pas l'Iliade, c'est embêtant l'Iliade, mais l'Odyssée, c'est génial, et ça va ouvrir à toute la cosmologie grecque. Le bonheur pour les Grecs, et pour Ulysse évidemment, c'est toujours l'harmonie, et toujours la mort. C'est la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du monde. En grec, le monde se dit cosmos, ça donnait cosmétique en français. Cosmos, ça veut dire que pour les Grecs, l'univers, le cosmos, c'est un monde qui est comme un organisme vivant, c'est merveilleusement harmonieux. Tout y est merveilleusement bien fait. Et donc, c'est une double harmonie. La vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du monde. Et c'est ce que cherche Ulysse. Ulysse, l'Odyssée, c'est l'histoire d'un roi grec qui va aller de la guerre à la paix, la guerre de Troie jusqu'à retrouver Ithaque, sa femme, Pénélope et son petit garçon, Télémaque. Tous ces noms en grec ont un sens, mais je vous les épargne. Il va aller du chaos de la guerre à l'harmonie retrouvée. Il va aller donc de la guerre à la paix. Il va aller de l'exil à Troie au retour chez lui. Pour les Grecs, l'exil, c'est la pire punition qui soit, c'est pire que la mort. Bref, il va aller de la vie mauvaise à la vie bonne. C'est une histoire intégralement métaphysique. C'est une quête du salut, une quête de la vie bonne. 10 ans de guerre épouvantables, atroces,
des tortures abominables, 10 ans de voyage, il a pulvérisé Polyphème qui est un des fils de Poséidon, et Poséidon va lui pourrir la vie, il va mettre des obstacles. Tous les obstacles qu'il va rencontrer sont mis par Poséidon parce qu'il a tué le fils de Poséidon, enfin un des fils, il en a beaucoup. Et donc au bout de 20 ans, le malheureux arrive chez lui. Il est très vieux, il est abîmé, en plus Athéna l'a déguisé en vieillard. Bon, il retrouve Pénélope, et Pénélope, pas sûr que c'est lui, il a tellement vieilli. Que lui dit-elle? Elle lui tend un piège, elle lui dit « Ulysse, va chercher le lit nuptial ». Ulysse répond à Pénélope « Mais tu sais bien que je ne peux pas aller chercher le lit nuptial, je l'ai taillé dans le tronc d'un olivier, on ne peut pas le déplacer ». Et là, du coup, c'est bien toi, elle le reconnaît, après lui avoir tendu ce piège. Il tombe dans les bras, et vous avez cette petite phrase incroyable, géniale. « Et les dieux distendirent le temps ». Ça veut dire quoi? Écoutez bien ça, le sage grec. Pendant 20 ans, Ulysse est dans la nostalgie et dans l'espérance, les deux fléaux qui pèsent aux yeux des Grecs sur la vie humaine. Il est dans la nostalgie d'Ithaque et de Pénélope, ou dans l'espérance d'Ithaque et de Pénélope. Il est dans le passé et dans le futur. Pour la première fois depuis 20 ans, il habite le présent. Il se retrouve dans le lit avec Pénélope, ils font l'amour, et les dieux distendirent le temps. Ça veut dire quoi? Que le présent n'est plus relativisé, il n'est plus gâché par le passé, la nostalgie, ou par l'espérance, le futur. Pour les Grecs, contrairement aux chrétiens, l'espérance, c'est le pire des mots. Espérer la santé, c'est être malade. Espérer être aimé, c'est ne pas être aimé. Espérer la richesse, c'est être pauvre, etc. Contraire du christianisme. Je ne développe pas ça. Mais vous avez là une sagesse grecque qui apparaît avec 3 critères. Le sage est 1, celui qui a vaincu les peurs. 2, celui qui parvient à habiter le présent. Et 3, je vous ai dit que c'était une doctrine du salut. Pour les Grecs, l'univers, le cosmos, est comme un immense puzzle, et nous sommes comme des petits fragments de puzzle. Et quand on parvient à s'ajointer au puzzle tout entier, alors comme le cosmos est éternel, il est garanti par Zeus. Je pourrais vous raconter pourquoi, mais ce serait trop long. Une fois qu'on s'ajointe comme Ulysse à Ithaque, c'est ça l'histoire d'Ulysse. Une fois qu'Ulysse s'ajointe comme un petit fragment de puzzle au puzzle d'ensemble qui est le cosmos étant éternel, Ulysse comprend qu'il est lui-même un fragment d'éternité. C'est une doctrine du salut, c'est une doctrine de l'immortalité. D'accord? Et donc pour les Grecs, la mort n'est rien pour nous, parce que quand on va mourir, on va se retrouver fondu dans le cosmos, c'est un mysticisme cosmique, fusion en cosmos, mais la mort n'est qu'un passage d'un état à un autre. Vous allez avoir ensuite 3 autres doctrines du salut, 3 autres visions du monde, 3 autres doctrines de la vie bonne pour les mortels. Alors je ne les développe pas, mais je vous les indique simplement, toujours avec la référence au salut, c'est-à-dire à la mort, et toujours avec l'idée d'harmonie. Alors je vous les indique seulement, puis je développe un tout petit peu la dernière, parce que c'est celle qui m'intéresse. Première doctrine, donc la vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du monde, avec l'harmonie cosmique. Deuxième réponse, la vie bonne, non, c'est celle des grandes religions, c'est pas la mise en harmonie de soi avec le cosmos, c'est la mise en harmonie de soi avec Dieu. Et en échange de vous mettre en harmonie de soi avec les commandements divins, Dieu vous donnera l'immortalité. Que ce soit chez les juifs, les musulmans ou les chrétiens, vous avez l'immortalité si vous vous mettez en harmonie avec les commandements divins. 3. Non, la vie bonne, c'est pas ça, vont dire les républicains, les héritiers des Lumières, 18e siècle. La Respublica, la République. La vie bonne, ça n'est pas la mise en harmonie de soi avec le cosmos, ça n'est pas la mise en harmonie de soi avec Dieu, c'est la mise en harmonie de soi avec les autres. Res publica. Écoutez bien, ça paraît bête, mais ça ne l'est pas. Ma liberté doit s'arrêter là où commence celle des autres. C'est le droit moderne, c'est la République, c'est la démocratie, c'est les Lumières. Et alors écoutez bien ça. Si j'apporte ma petite pierre, à l'édifice du progrès, comme Pasteur, comme De Gaulle, comme Clémenceau, peu importe qui vous voudrez, comme les grands scientifiques, Newton, Einstein, si j'apporte ma petite pierre à l'édifice du progrès, alors en échange, on gravera mon nom dans la pierre parce que c'est du solide et c'est le symbole de l'immortalité laïque. On se souviendra de moi. Vous voyez? Monument aux morts. À la Sorbonne, il y a toute la liste des vieux profs, plus personne ne les connaît, mais ils sont gravés dans le marbre. On dit ça, gravés dans le marbre. Pierre. 4e réponse, c'est la réponse de Nietzsche, de Schopenhauer, de Freud et de la psychologie positive a fortiori. Non, la vie bonne, ça n'est pas la mise en harmonie de soi avec le cosmos, avec Dieu ou avec les autres. C'est la mise en harmonie de soi avec soi-même. La grande santé chez Nietzsche, le grand style chez Nietzsche ou la santé chez Freud.
La santé chez Freud, c'est la réconciliation des 3 instances de la personnalité. Ça, moi sur moi. La guérison, si ça peut exister, c'est la mise en harmonie de moi avec moi. C'est ça que vise la cure analytique. S'aimer soi-même, diront, je ne vais pas y revenir, les psychologues positifs, les coachs et les développements personnels. Et donc là, on arrive à cette doctrine de l'amour de soi, la mise en harmonie de soi avec soi, le souci de soi, comme dit Foucault. Et 5e réponse, c'est celle que je développe de livre en livre, mais je ne suis pas le seul. Je pense que je rencontre des échos, heureusement, que j'ai notamment développé dans la Révolution de l'amour. Je dirais que la vie bonne, en tout cas pour moi, et c'est ce que je défends comme idée, c'est la mise en harmonie de soi avec ceux que nous aimons ou que nous pourrions aimer. Pas simplement ceux qu'on aime, c'est ceux qu'on pourrait aimer. Moi, je fais le tour du monde 3 ou 4 fois par an et j'ai rencontré des gens qui sont devenus des frères, aussi bien au Brésil qu'en Chine ou en Argentine ou au Japon. Voilà, c'est les gens qu'on aime, mais croire qu'il n'y a que sa famille qu'on peut... Non, c'est les gens qu'on pourrait aimer. Voilà. Évidemment, j'ai 3 filles que j'adore, j'ai ma femme que j'adore, mais j'aurais pu très bien, si j'étais né en Chine ou au Brésil, avoir une autre femme et d'autres enfants. Et donc, voilà, et puis on a des amis aussi, donc on rencontre, on peut se faire des amis à tout âge. Et donc voilà, je pense que la vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec ceux que nous aimons, que nous pourrions aimer. La différence avec la réponse de la République et des Lumières, la réponse de la République et des Lumières, elle était juridique. Là, elle est juridique et affective, elle est juridique et amoureuse. C'est une philosophie de l'amour, c'est pas simplement une philosophie du droit. Vous voyez ? Donc je ne développe pas ça, je l'ai développé dans je ne sais pas combien de livres, mais c'est là que je voulais en arriver. Voilà. Alors je termine avec une remarque. Pourquoi je suis si vigoureusement hostile à ces idéologies de la frénésie du bonheur, comme je les appelle ? Parce que, ouais, c'est ma conclusion simplement. Je pense que l'Occident tout entier est en plein déclin. Voilà. Et je ne suis pas du tout un déclinologue. Je pense que les choses vont beaucoup mieux aujourd'hui en France qu'en 1930, par exemple. Bon, mon grand-père a fait la guerre de 14, mon père a fait la guerre de 40, il s'est évadé 4 fois des camps nazis, mon oncle a fait la guerre d'Algérie, j'ai pas fait la guerre, ça va quand même beaucoup mieux, on est beaucoup plus riches, beaucoup plus libres, les femmes ont le droit de vote, elles sont libres, il n'y a pas d'homme libre sans femme libre, je ne pourrais pas vivre dans un monde où les femmes ne sont pas libres, c'est inimaginable, je ne supporterais pas ça. Et donc ça va beaucoup mieux, c'est pas ça que je veux dire. Je ne suis pas déclinologue au sens où l'est mon ami Finkielkraut, où on ferait en disant tout va mal. Bon, non, c'est pas ça, ça va beaucoup mieux qu'avant, beaucoup mieux. Les années 30, ce qu'a connu ma mère qui va avoir 100 ans le 5 décembre prochain, une petite gamine de 15 ans qui allait aller repêcher les aviateurs anglais qui se crachaient dans le Berry et puis qui les ramenaient dans l'hôpital de Dain-sur-Oron pour les soigner, tout ça ce qu'elle a connu, bon. Jamais je pourrais... Et mon père s'évadant 4 fois des camps nazis, rentrant à pied de Cracovie à Paris. Je n'ai pas vécu ça, donc ça va beaucoup mieux. La vie est beaucoup plus cool, beaucoup plus libre, voilà. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'écroule dans la connerie. C'est ça qui me gêne. Et que eux, de l'autre côté, Poutine, Xi Jinping, Modi, les BRICS. Voilà, les BRICS, c'est le Brésil, l'Inde, la Chine, maintenant l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, le S, c'est South Africa, c'est l'Afrique du Sud. Bon, ces pays-là nous détestent aujourd'hui. Le Sud global, on les appelle le Sud global. Ces pays-là nous détestent. Ces pays-là se réveillent. Ils détestent l'Occident et c'est le seul véritable enjeu des 2 guerres d'aujourd'hui, celle de Gaza et celle de l'Ukraine. Poutine est le leader du Sud global aujourd'hui. 25 pays d'Afrique défendent Poutine. Il a le soutien de la Chine, il a le soutien de l'Inde, il a le soutien de Lula au Brésil, qui l'adore. Voyez ? Et donc, au fond, ces gens-là, moi je connais bien Poutine, je l'ai rencontré, il parle l'allemand comme le russe, et moi je parle l'allemand comme le français, ou en tout cas je le parlais comme le français. Mais enfin, je peux faire mes conférences en allemand, j'ai fait mes études en Allemagne, il n'y a pas de mérite. Mais j'ai pu parler avec lui. Poutine est convaincu que l'Occident s'écroule dans la quête du bonheur narcissique, ça veut dire dans la quête de soi pour soi, et que nous sommes incapables d'avoir des valeurs collectives. Vous voyez ? Et donc que l'Occident s'écroule, que l'Occident est en plein déclin, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et pareil, la haine d'Israël dans le Sud global est totale aujourd'hui. Moi, je suis très pro-israélien, mais peu importe, ce n'est pas le problème. Mais ils détestent Israël, non pas parce qu'ils sont antisémites à l'ancienne. Mélenchon n'est ni catholique, ni raciste. C'est pas ça que Mélenchon ou Rima Hassan détestent en Israël. C'est parce qu'ils voient Israël comme le dernier pays colonisateur blanc, patriarcal et américanisé.
C'est ça qu'ils détestent dans Israël. Voyez, et tout le Sud global est d'accord avec ça. Netanyahou fait détester aujourd'hui son pays dans le monde entier, quoi qu'on en pense. C'est pas, je ne suis pas du tout manichéen sur cette guerre, c'est très compliqué. Je ne veux pas entrer dans les détails. J'analyse simplement une situation dans laquelle le Sud global émerge, qui représente 4,5 milliards d'individus, c'est pas rien, on est 8 milliards sur Terre, et qui déteste l'Occident face à un Occident qui s'effondre dans la connerie, c'est-à-dire dans la quête narcissique du bonheur. Comme si c'était ça le but de la vie humaine, comme si on n'avait plus de valeur collective, comme si on n'est plus capable du moindre sursaut pour défendre ce qui a été notre héritage le plus beau, c'est l'héritage des Lumières, la liberté des femmes face à l'Afghanistan et à l'Iran. Regardez les féministes, qu'est-ce qu'elles disent aujourd'hui sur l'Afghanistan? Rien du tout. Effondrement du féminisme dès qu'il s'agit des musulmans ou de l'islam, parce que ce sont les damnés de la terre, ce qu'explique Madame Badinter dans le dernier entretien du Point, je vous conseille vivement, elle a raison. Elle est vraiment féministe, c'est pas MeToo. Et donc, même si MeToo a des bons aspects, c'est pas le problème. Mais vous voyez, donc on est en train de s'effondrer, on est dans un Occident qui s'effondre dans cette espèce de narcissisme, cet individualisme narcissique, alors qu'en face, on a un monde extrêmement dur, violent, qui est prêt à faire la guerre, comme jamais. Le décalage entre les deux est incroyablement inquiétant. Et les gens ne le voient pas. Ils pensent simplement que Poutine est méchant. Il est méchant, c'est intelligent. Oui. Et que la guerre, c'est pas bien, d'accord. Mais ça, c'est vrai, oui. Mais la guerre du Donbass qui est déclenchée par Poroshenko en 2014, aucun président russe, je dis bien aucun président russe, ils ont de la chance que ce soit Poutine, ce serait Medvedev, ce serait bien pire. Aucun président russe ne pouvait accepter que des milices privées comme le bataillon Azov aillent massacrer les russophones de l'Est du Donbass. C'est pas possible, c'est inimaginable. Il était inévitable que Poutine finisse par intervenir. Et là où ils ont de la chance, c'est que Poutine, c'est pas Medvedev. Medvedev ne cesse de dire, il a été président celui, ne cesse de dire, Poutine est une couille molle, il devrait utiliser la bombe à neutrons. Il le dit comme ça. Vous voyez? Donc réfléchissez bien à ça. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'émergence d'un Sud global dur, méchant, et qui travaille beaucoup. La Chine y travaille toute la journée, face à un Occident qui s'effondre dans la quête narcissique du bonheur. Ben, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et si on n'est pas capable de défendre nos valeurs, encore une fois celles des Lumières, on a été le continent de la science, on a été le continent du mariage d'amour, on a été le continent de l'émancipation des femmes, on a été le continent des droits de l'homme, on a été le continent de la démocratie. Putain, mais si on abandonne ça au profit de la quête narcissique du bonheur, ben, je vous garantis, on est mort. Voilà. Donc il faut vraiment se réveiller, il faut le dire, et c'est la raison pour laquelle je suis un peu véhément, c'est parce que je vois ça comme une menace pour les générations qui viennent. Merci à vous, je m'arrête là. Oups. Et voilà. Un grand merci à vous. Et encore une fois, personne n'est obligé d'être d'accord avec ça, c'est juste... Bien, merci Luc, non pas du tout. Est-ce que vous avez, on a 20 minutes de questions-réponses, et vous avez des questions à poser à Luc Ferry par rapport à ce qu'il a dit? Vous n'êtes pas obligé de... Bon, j'en ai une. Oui. Bon, vous savez qu'on est en désaccord pour beaucoup de choses. Ce que je remarque, par contre, c'est que, même si ce que je vais dire n'est pas vrai, vous donnez l'impression que votre exemple, c'est Poutine. Même si je sais que ce n'est pas vrai. Non, non, mais ça ne me gêne pas. Je pense qu'en effet, Poutine représente quelque chose qu'on doit comprendre pour le combattre. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un grand chef d'État, oui, bien sûr. C'est un homme extrêmement intelligent et c'est un grand chef d'État. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez cité les deux religions, le communisme et le catholicisme, qui étaient les religions du bonheur différé. Oui. Est-ce que le bonheur immédiat tue autant que le bonheur différé? Oui, plus, oui. Je ne suis pas sûr. Bah, moi, quand on regarde le communisme, combien de morts? Quand on regarde les religions, et particulièrement la religion musulmane, où le bonheur est après, combien de morts? Et moi, je n'ai pas l'impression que le bonheur immédiat, la recherche du bonheur immédiat, soit un bonheur qui rende aussi malheureux que le bonheur différé. Quelle est votre réponse? Mais tout dépend de ce qu'on appelle tuer, de quelle tuerie on parle. Voilà, moi ce que je pense, c'est que les idéologies du bonheur ici et maintenant sont en train de tuer l'Occident. C'est ça que je veux dire. Et tuer l'Occident, ça veut dire tuer
toute la civilisation des Lumières, encore une fois, civilisation de la science, civilisation de l'émancipation des femmes, civilisation de la démocratie, civilisation des droits de l'homme et civilisation du mariage d'amour. C'est ça qu'on est en train de tuer. Et donc oui, je pense qu'évidemment, cette quête du bonheur personnel, elle est gentillette. En apparence, c'est tout mignon, c'est tout doux. Après tout, que les gens cherchent leur bonheur chez des coachs, chez des psychologues positifs, ça fait de mal à personne. Ce que je dis simplement, c'est que les gens ne voient pas que cet Occident est en train de s'effondrer et que le reste du monde n'attend que ça. Et le reste du monde, que ce soit... Est-ce que vous croyez que les Chinois ne sont pas en train de regarder Taïwan comme Poutine regarde l'Est du Donbass voilà. C'est évident que ces pays-là nous détestent parce qu'on a été les pays, nous avons été, nous l'Europe, les pays de la colonisation. Voilà. Et ce Sud se réveille. Et oui, je pense que nous, pendant ce temps-là, si on s'endort dans la quête du bonheur personnel, c'est ce qu'on est en train de tuer, c'est l'Occident, oui, bien sûr. Maintenant, je n'ai jamais été communiste, j'ai toujours été gaulliste, je suis encore une fois très libéral en économie et très républicain en politique, donc j'ai toujours été gaulliste, en 68, j'ai toujours été absolument hostile à mes amis communistes, trotskistes, maoïstes, et j'ai écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle La pensée 68, qui pulvérise mes 68. Et je m'engueule avec Dany tous les dimanches soirs. Ça, c'est très marrant. Une question là-bas. Donc vous avez dit que... Je ne vois pas, excusez-moi. Oui, merci. Donc vous avez dit que ce qui avait tué les deux principales religions que vous évoquez, c'était le capitalisme. Et est-ce que ce ne serait pas aussi un petit peu l'éducation? Parce que c'est vrai que l'éducation permet de se rendre compte que le communisme, ça ne peut pas forcément fonctionner, et que le christianisme, etc., c'est basé sur des choses qui ne sont pas forcément scientifiques. Donc est-ce que ce n'est pas aussi l'éducation, quelque part, qui vient aussi beaucoup avec mai 68 et qui a détruit un peu l'hégémonie de ces deux religions? Non, parce que l'éducation, vous savez, elle est faite par des profs, en général, pas seulement par les parents, et globalement, jusqu'à une date très récente, je ne vais pas donner de pourcentage excessif, mais enfin, l'immense majorité des professeurs étaient de gauche, c'est quand même bien connu, donc ils n'étaient pas anticommunistes. Vous avez, en gros, quand je disais que 30% de l'électorat était communiste, ils se recrutaient d'abord chez les profs. Donc je ne suis pas sûr que ce soit les profs qui aient vraiment dégagé ni le christianisme ni le communisme, c'est vraiment le capitalisme qui a été déconstructeur, parce que c'est un capitalisme qui a en effet été au XXe siècle, comme jamais dans l'histoire de l'humanité, un capitalisme d'innovation radicale. Toutes les grandes innovations, l'aviation, la bagnole, jusqu'à l'intelligence artificielle, en passant par le web, tout ça c'est le XXe siècle, hein, le téléphone, l'électricité, tout ça c'est le XXe siècle. En gros c'est, disons, la fin du XIXe, XXe. Donc on est dans un capitalisme d'innovation permanente et de consommation permanente, de consommation de plus en plus large, de plus en plus massive. Et je pense que Schumpeter a raison, c'est vraiment, on vit un capitalisme de déconstruction des traditions. Je vous ai dit pourquoi, en tout cas, c'est ce que je pense. Les valeurs traditionnelles freinaient la consommation. Ce qu'a dit Patrick Lelay est très vrai. Il fallait casser les valeurs traditionnelles pour que nos enfants deviennent des grands consommateurs. Voilà. Et c'est vrai qu'ils consomment beaucoup, beaucoup plus. La génération des 15-25 ans est la génération la plus consumériste de toute l'histoire de l'humanité. D'accord, ils sont écolos, mais tu retires le téléphone portable à mes filles, elles suffoquent d'horreur. Elles ne peuvent pas vivre sans. Oui, il y a une question là-bas. Non, je pense que c'est le capitalisme qui est déconstructeur. Oui. Monsieur, la question, allez-y, je vous en prie. Oui, je disais, qu'en pensez-vous que peut-être c'est notre civilisation Attendez, qui est à l'épreuve? Ah oui, pardon, voilà. Oui, peut-être que c'est notre civilisation qui est à l'épreuve aujourd'hui. Oui, c'est ça, oui. Nous la vivons, cette épreuve, oui, avec un déclin que nous devons vivre, oui, nous devons assumer, oui, et avec un excès de démocratie, certes, mais puisqu'on n'est pas déterministe, on n'assume pas ce destin, donc on la vit. Ne pensez-vous pas qu'on est dans cette épreuve aujourd'hui et que cette civilisation doit évoluer et vivre, oui, et peut-être consentir à un déclin? On n'est pas obligé d'y consentir, simplement pour qu'on ne consente pas à ce déclin que nous vivons. Et moi, je crois que tout le monde le ressent. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les intellectuels français les plus médiatiques sont tous déclinistes. Onfray ne cesse parler du déclin de l'Occident, Finkielkraut, bon, tous parlent, Emmanuel Todd, peu importe. Voilà, tout le monde parle du déclin, tout le monde sent bien qu'il y a un déclin. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense sérieusement maintenant. Je pense que
le problème qu'a la politique aujourd'hui, c'est que les grands dessins se sont écroulés et que personne n'a été capable de produire un grand dessin nouveau. C'est quelque chose de vraiment mobilisateur. Je vous explique ça en 3 secondes. Et moi, je pense qu'il y a un grand dessin. Même si c'est très prétentieux et mégalo, je vais vous le dire. En 1968, moi j'ai 17 ans, et qu'est-ce que je vois? Je vois que les 2 grands foyers de sens, tout ce qui donne du sens à la politique, c'est la révolution à gauche. Tous mes amis sont révolutionnaires. Tous, ils sont trotskistes, maoïstes, communistes, anarchistes, libertaires. Tous sont révolutionnaires, tous. Voilà. Et à droite, tout le monde est nationaliste. Le journal des gaullistes s'appelle La Nation. Pour les vieux dans la salle, ils s'en souviendront. Il s'appelle La Nation. Il est dirigé par un type qui est très gentil, d'ailleurs. Ah merde, j'oublie son nom à la seconde, d'ailleurs. Mais enfin, peu importe, ça s'appelle La Nation. Et en gros, à droite, c'est la France, la France, la France. On est encore dans la colonisation. Les accords d'Évian, c'est 1962. Et beaucoup regrettent les accords d'Évian, y compris Michel Debré. Bon. Et donc, on est les 2 foyers de sens. Les foyers de sens, c'est comme dans un tableau en perspective. C'est le point de fuite qui donne le sens à tous les objets particuliers. D'accord ? Révolution à gauche, nationalisme à droite. La France, la France, la France, la révolution. C'est mort aujourd'hui, il faut quand même le comprendre. Mélenchon n'est pas révolutionnaire, il ne veut pas prendre l'Élysée par les armes. C'est un social-démocrate un peu rude, mais il fait le geste, hein, il a le côté bolchevique, tout ça, mais il ne défend pas autre chose que des élections pour arriver à l'Élysée. Ce qui n'était pas le cas. Avant, élection piège à con, souvenez-vous. De la même manière, Marine Le Pen n'est pas Hitler, et Madame Meloni n'est pas Mussolini. Voilà. Madame Le Pen est moins à droite que le RPR des années 70. Il faut arrêter de déconner. Elle est patriote, mais elle n'est absolument pas nationaliste au sens où l'était le général Nivelle en 1917. Elle n'est pas nationaliste fanatique. Elle ne veut pas tuer pour arriver à l'Élysée. Pas vrai. Donc c'est mort. Qu'est-ce qu'il y a à la place, mes amis? Je ne cesse de le dire dans ce livre, notamment La Révolution de l'amour. Le grand dessin, il faudrait que nos politiques comprennent ça. S'ils n'avaient pas un cuit de bulot, ils le comprendraient. Mais ils sont encore dans les restes, tu vois, les gestes de la révolution, mais il n'y a plus de révolution. Les gestes du nationalisme, il n'y a plus de nationalisme. Le seul grand dessin, mes amis, qui existe, il est lié au sacré que je disais tout à l'heure. Pour nos enfants, nous serions prêts à faire des sacrifices. Nos enfants, c'est le sacré. Mais nos enfants, ce n'est pas mes enfants. C'est les générations futures, c'est l'humanité qui vient. Quand j'étais ministre de l'Éducation, je n'ai pas fait des réformes pour mes filles. J'ai fait des réformes, si je pouvais en faire, pour tous les petits Français. La grande question, c'est la question de savoir quel monde, nous les adultes, nous allons prendre la responsabilité de laisser à l'humanité qui vient, c'est-à-dire à nos enfants. Alors je vais vous dire, c'est la question de la dette. Est-ce qu'on va leur laisser une ardoise qui rendra leur vie impossible? C'est la question de la guerre avec l'islamisme. Est-ce qu'on va leur laisser un monde en guerre? C'est la question de la protection sociale. Est-ce qu'on va, dans le cadre de la mondialisation, leur laisser un État-providence qui est capable de payer l'éducation, la santé, etc. Grande question. C'est la question de l'école. Est-ce qu'on va leur laisser de quoi apprendre vraiment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Et c'est évidemment la question de la transition écologique. Autrement dit, toutes les grandes questions politiques peuvent retrouver un sens extrêmement puissant, si on les inscrivait en comprenant, dans cette perspective des générations futures, en comprenant que pendant des siècles et des siècles, la société civile, c'est-à-dire les familles, ont été taxées au nom de la raison d'État. Il fallait partir faire la guerre, jusqu'à la guerre d'Algérie. L'État taxait la société civile. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Et là, depuis 68, ça se voit. Aujourd'hui, l'État doit être au service de la société civile et des familles. Le rôle de l'État n'est pas de se servir, mais de servir. De servir qui? Les familles. Nos enfants, c'est-à-dire le sacré. C'est pour ça que je défends cette idée de sacré. Il y a du sacré. Le sacré, ce sont aujourd'hui les gens que nous aimons, c'est-à-dire essentiellement nos enfants. Mais encore une fois, ce n'est pas les miens. Je sais très bien que vous préférez les vôtres. Ça va de soi. Et donc, c'est l'humanité qui vient. Voilà. Donc, le grand dessein, ce serait d'inscrire tout le monde se fout de la dette. Les Français n'en ont rien à foutre de la dette. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne comprennent pas ce que c'est. Normal, c'est compliqué, c'est très abstrait. Mais si on expliquait la dette en disant « Mais attendez, ce n'est pas une question comptable. C'est une question fondamentale parce que les 3200 milliards d'euros de dette qu'on laisse à nos enfants vont leur rendre la vie invivable.
Ça va être des charges sociales sur les entreprises. Regardez le débat sur les impôts aujourd'hui avec Barnier. Ça va être des charges sociales sur les entreprises, ça va être des impôts sur les ménages, ça va plomber l'économie, ça va créer du chômage, ça va empêcher l'innovation. C'est une catastrophe, la dette. Macron, 1000 milliards d'euros de dette en plus en 7 ans. Il fallait soutenir les entreprises, mais il fallait faire des économies en face. Il les a pas faites. Et donc, vous voyez, des questions comme ça, si j'étais encore en politique, enfin je ne l'ai jamais été, j'étais société civile, je n'ai jamais fait de politique, j'appartenais à aucun parti, mais si j'étais, pour parler comme dans les hôpitaux psychiatriques, président de la République, j'expliquerais toutes les mesures à prendre en fonction des familles, au service des familles, au service des enfants, au service des générations futures. Je ne suis pas très écolo, mais c'est là-dessus que l'écologie a raison. Elle a mis le doigt sur le grand sujet, c'est la question des générations futures. Et là, ils ont raison, évidemment. Quel monde, nous les adultes, nous allons prendre la responsabilité de laisser à ceux qui viennent? Pour l'instant, on fait tout le contraire de ce qu'il faut. On leur laisse un monde en guerre, on leur laisse un monde plein de dettes, on leur laisse un monde dans lequel la protection sociale s'écroule, un monde dans lequel il y a du chômage. Alors, notre président dit chômage, on est formidable. Vous savez quel est le taux de chômage en France? 7,4. Vous savez quel il est en Allemagne? 3,2. En Suisse, 2,3. Tout le monde a descendu dans la zone euro le chômage, tout le monde. La moyenne est à 6 dans la zone euro. Nous, on est à 7,5. Pourquoi? Parce qu'à cause de la dette, évidemment. Tout ça, je l'expliquerai en faisant comprendre aux gens que c'est la vie de leurs enfants qui est en jeu dans cette affaire. Ce n'est pas une question comptable, misérable. C'est une question vitale, à proprement parler. Donc voilà, oui, je pense qu'il y a un grand dessein est possible. Et ce grand dessein, il suppose qu'on comprenne qu'il y a eu un renversement majeur dans les 50 dernières années dans le rapport État-société civile. Ça n'est plus la société civile qui est au service de l'État, c'est l'inverse, c'est l'État qui doit être au service de la société civile, c'est-à-dire des familles. Et ça, ils n'ont toujours pas compris, ils vous tiennent un discours. Aujourd'hui, la politique, c'est quoi? Même chez les meilleurs, c'est des petites choses, on met le pied sur des mèches, on essaye de régler un problème de pouvoir d'achat, un truc de... voilà, c'est misérable. Est-ce que vous voyez un grand dessein en politique aujourd'hui? Il n'y en a pas. Il y en a zéro. C'est de la petite politique gestionnaire à droite comme à gauche. Voilà, et donc c'est pas vivable. On peut pas. C'est pour ça que je dis, ce qu'on est en train de tuer, c'est l'Occident. Ouais. Voilà, et c'est plus grave à la limite que de tuer une personne, si vous voulez. C'est une civilisation entière qui est en train de crever. Et on n'est pas obligé. C'est pas une obligation. On peut donner le coup de pied au fond de la piscine. Voilà. Si seulement j'avais 20 ans de moins. Allez. Un grand merci à vous. Voilà, je voudrais qu'on remercie Luc Ferry de sa présence et qui, j'espère, vous a donné un peu de bonheur quand même. Non, mais écoutez, voilà. Merci à vous. C'était ouf.